La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de B2B, content de vous retrouver en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre, bonjour. Bonjour Vincent Magny. Notre invité cette semaine est une sorte de, allez osons le terme, marathonien, en tout cas 2 semaines par an, et il fait 25 000 pas par jour, il grimpe 100 étages par jour. Voilà ce qui vous donne une idée de l'énergie à déployer pour piloter le Montreux Jazz Festival et le reste de l'année. Que fait-il ? Nous allons savoir tout de suite avec donc, le directeur du Montreux Jazz Festival, Mathieu Jaton. Bienvenue dans B2B. Merci de me recevoir. Merci d'être avec nous pour commencer cette émission Portrait. Mathieu Jaton, on imagine bien que début juillet, vous êtes un peu pris, mais le reste de l'année, quel est votre programme ? Quelles sont vos grandes échéances, vous et les 30 autres personnes du staff qui travaillent à plein temps pour le festival ? Par exemple, en ce moment, vous êtes affairé à quoi ? C'est la grande question qu'il ne faut pas poser à un directeur de festival, mais c'est vrai que on voit toujours la pointe de l'iceberg qui sont les 2 semaines d'événements, mais qui sont pour nous en fait le corollaire, l'aboutissement en fait de 11 mois de travail. On attaque généralement très vite après le festival. Une fois que le festival est terminé, il y a d'abord le démontage. C'est en gros 3 semaines de démontage. Ensuite, il y a toute la partie fin août, début septembre de débriefing interne, externe avec tous nos partenaires. On a plus de 120 partenaires dans le festival, donc imaginez-vous que vous devez en voir un à chaque fois. Enfin, ça prend un certain temps. Et puis, évidemment, la programmation qui est en continu avec l'équipe de programmation. Donc là, évidemment, on est dans des moments assez importants de programmation qui commencent généralement autour du mois de septembre-octobre et qui se finalisent janvier-février. Donc là, on est dans le moment le plus crucial dans la finalisation de la programmation. Il y a aussi toute la partie avec les sponsors, les reconductions de contrats, la typologie du festival futur. Donc, depuis 2019, on a oublié la notion de normalité dans les festivals. Donc, on avait déjà l'habitude au Montreux Jazz de se réinventer systématiquement. Là, on a encore plus de défis pour l'avenir. Vous savez aussi que 2024, le festival ne sera pas dans ses murs. Donc, on doit planifier pour 2023 pour les raisons de travaux du 2M2C. On doit planifier 2023 et 2024 en même temps. Donc, ça veut dire que, en tout cas, aujourd'hui, les équipes sont bien occupées et moi également. Après, il y a évidemment les voyages qui prennent aussi beaucoup de temps. Débriefing, vous l'avez évoqué. Comment est-ce qu'on débriefe un événement comme le Montreux Jazz Festival ? Quels sont les points notés, les points clés d'amélioration ? Alors, il y a d'abord les débriefings internes, où là, généralement, on organise un séminaire de 2 à 3 jours, en fait, avec toute l'équipe, les 30 collaborateurs. Et là, en fait, on va étape par étape, où on débriefe évidemment l'aspect d'attractivité de la manifestation, donc les ventes de billets, la fréquentation. On met ça en parallèle avec aussi le chiffre d'affaires qui a été réalisé. On prend les points positifs, les points négatifs. On les pondère aussi avec les aléas autour de nous, qu'ils soient positifs ou négatifs, comme la météo cette année qui est extraordinaire. Donc, on analyse en fait les retombées du festival en tenant compte de ces paramètres. Pas se dire, tiens, il y avait un monde fou sur les quais, c'est dingue, on a fait un boulot de dingue, oui, mais c'était aussi du fait qu'il y avait une certaine météo, il y avait un retour à la normale en 2022, donc une sorte de frénésie, en fait, dans la retour des festivals. Donc, on essaye d'être le plus objectif possible, et puis chaque fois d'analyser ce qui a été et ce qui n'a pas été pour transformer pour l'année suivante. Donc, c'est le but. Et ensuite, on va faire les débriefings externes avec nos partenaires, forts de cet apprentissage-là et de toutes les équipes, pour ensuite s'adresser à nos partenaires, avoir le ressenti de nos partenaires, et ensuite leur exposer notre ressenti. Mathieu Jaton, dans la GFI, c'était en 2014, vous vous décriviez comme un perfectionniste. Vous expliquiez aussi que l'analyse transactionnelle était un outil qui vous avait passionné durant vos études à l'école hôtelière de Lausanne. Comment définiriez-vous cet outil et comment le mobilisez-vous ? C'est marrant que vous ressortiez cette interview, quand même, ça date, mais c'est vrai que ça m'occupe toujours, parce qu'on fait un métier d'événementiel, mais on fait d'abord un métier d'humain. Tout ce qui tourne à l'événementiel, bien sûr, s'adresse d'abord à une clientèle et donc à l'émotion qu'on peut véhiculer auprès de la clientèle du festival. Et
le travail qu'on fait est toujours une question de relations humaines. On n'est pas dans l'industrie, on n'est pas en train de produire quelque chose. On est vraiment, toutes les interactions qu'on a, c'est le public, c'est les artistes, c'est les partenaires. Donc cette analyse transactionnelle qui m'a passionné dans le courant de mes études à l'école hôtelière, c'est des outils que j'utilise notamment dans la résolution de conflits, qui est très importante, où éviter le conflit ou l'anticiper justement pour l'éviter et puis tourner toujours une contrainte sur une opportunité. Ça passe par des techniques comme le fameux message je, ça passe comme les techniques en fait entre les différentes personnalités, savoir répondre à des situations colériques quand quelqu'un vient vers vous, il peut être fâché, que ça peut être un client, ça peut être un artiste, et savoir comment appréhender parfois cette colère et cet énervement pour le retourner sur quelque chose de positif. C'est quelque chose que je garde toujours au fond de moi et puis que j'essaie de transmettre aussi à mes équipes. Ça, c'est votre culture de manager, votre style de management qu'on entend exposer. Il y a 10 ans, c'était le décès de Claude Nobs, le créateur, fondateur du festival. Quel type de manager c'était, lui, pour piloter un tel festival ? Alors c'était assez différent, on va dire, parce que déjà une autre génération, et puis la génération des vrais créateurs, comme était Béjart, comme était Claude, et beaucoup d'autres. Donc avec une conviction extrêmement forte de ce qu'il faisait, une intuition. Il écoutait pas ou il lisait pas beaucoup de livres de marketing, mais il avait une intuition assez folle. Et puis c'est quelqu'un alors qui imposait sa vision, mais qui avait cette faculté d'écoute aussi. Alors parfois il fallait s'y reprendre à deux ou trois fois, et puis dire oui Claude, je reviens à toi. Et il avait cette faculté aussi de dire ok, je me suis peut-être trompé, mais j'aimerais qu'on y aille. Par contre, cette volonté toujours de dire on ne se met pas des barrières, nothing is impossible Nobs, comme on le surnommait, ça c'est quelque chose qui est resté très fort chez nous, surtout dans le monde de la culture, c'est que vous avez 1000 raisons de ne pas faire, mais nous on va chercher les 1000 raisons de faire et de trouver des solutions, et ça c'est un héritage de Claude dans l'approche managériale. Vous parliez des débriefings, c'est ce qu'on fait aussi systématiquement dans les débriefings. On dit ok, on lâche les chevaux, on part comme si on pouvait imaginer les choses les plus folles. Après, on resserrera l'étau. Mais si au début de la créativité, on met déjà un nombre de barrières ou de disclaimers, comme disent les Américains, mais en fait, on ne crée plus rien. Il faut laisser place à la créativité, puis après, on resserrera un petit peu les étaux. Gestion des interactions alors avec le staff, avec le public, mais bien évidemment avec les artistes. Ça fait partie de votre mission. Certains ont leurs petits caprices, on le sait. Y a-t-il une demande en particulier depuis que vous avez repris la direction du Montreux Jazz Festival qui vous a un peu marqué? Non. Je vous réponds mais je vous réponds en plaisantant à cette question, parce que pour moi, je n'ai jamais appelé ça des caprices, pour une simple et bonne raison. C'est qu'il faut toujours se mettre dans la peau d'un artiste qui va faire 150 dates d'affilée. Tous les soirs, il est dans une autre ville. Donc le fait que l'artiste ait un certain nombre d'exigences pour retrouver un peu son confort, Home Sweet Home, c'est quelque chose de super important. Ça paraît souvent dire un caprice, il nous a demandé une bouteille d'eau de telle marque, mais mettez-vous à sa place, que tous les jours vous changez d'endroit et que tous les jours vous devez changer d'habitude parce que soi-disant quelqu'un veut vous faire plaisir et puis vous apporter quelque chose. C'est pas toujours très agréable. Donc ces éléments qui font partie de ce qu'on appelle le rider, en fait, la liste de tout ce qu'on doit fournir à l'artiste, pour nous c'est un jeu. C'est-à-dire que le jeu du Montreux Jazz, c'est toujours d'essayer d'aller au-delà de ce rider, mais pas au-delà de manière un peu déraisonnée. On a d'ailleurs un département qui s'appelle Artist Relations, dont le but est de se plonger dans l'histoire de l'artiste afin de lui apporter quelque chose qui émotionnellement lui véhiculera une expérience qui est différente. Ça peut être simplement un anniversaire, ça peut être une petite touche dans son backstage par rapport à un souvenir qu'il a eu au Montreux Jazz Festival, ça peut être une carte postale qu'on a trouvée en fait, qui lui remémore un moment spécifique de sa carrière, ça peut être un invité qu'on lui amène à ce moment-là. C'est plein de petites touches, mais de nouveau, c'est sur cette approche purement humaine, et on serait tous pareils. C'est-à-dire que si vous avez ces petites attentions qui vous donne l'impression que vous êtes unique, que vous soyez une grande star ou que vous soyez une personne lambda, ça vous touche. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans le marketing, c'est beaucoup ce qu'on voit dans le commerce. En fait, c'est manière en fait pardon. L'hôtellerie.
Évidemment dans l'hôtellerie, donc j'allais y venir. C'est clair que tous les fondamentaux du festival sont basés sur l'hospitalité. Claude était cuisinier, il a fait l'école hôtelière de Lausanne. Une bonne partie de l'équipe du festival viennent de l'hôtellerie et c'est pas pour rien parce que ce soin de l'accueil, c'est ce qui a fait la différence du festival en fait dans son positionnement. D'autres festivals ont d'autres atouts. Celui de Montreux, c'est vraiment cette notion d'hospitalité. Donc on n'aura pas de détails croustillants sur ces fameux riders. Non. Non, mais il y aurait plein d'histoires à vous raconter, évidemment. Mais j'ai pas des demandes folles. Claude avait raconté 1000 fois les histoires de la Ferrari pour Miles Davis, qui en échange de poulet. Enfin, il y a plein d'histoires extraordinaires. Moi, j'ai des histoires de Prince en tête où il monte sur scène. Son manager vient me dire non, il faut fermer la fenêtre de ce côté-là parce que il a vu qu'il y avait des roadies qui étaient en train de fumer. Puis pendant le deuxième concert, il descend de scène pour aller voir si la fenêtre est bien fermée. Donc, c'est des choses comme ça, mais pour moi, c'est super important que l'artiste il soit dans des conditions qui soient totalement optimales. Parce que de nouveau, il va livrer une prestation. Et vous, dans votre travail aussi, quand vous arrivez, vous avez envie d'avoir un climat de travail qui est super agréable. Alors, parfois, on pousse le bouchon un petit peu loin. On va pousser le vice le plus loin possible, justement pour que ça soit au-delà du confort, mais que ça génère une magie. Et c'est ce qui arrive assez souvent, quand vous avez vu l'année passée un Stormzy qui tout d'un coup dit je fais pas un concert de hip-hop mais je vais faire un concert de gospel parce qu'on est au Montreux Jazz. Quand on a The Smile qui monte sur scène et qui dit donc l'équipe de Radiohead qui dit on a composé un morceau cet après-midi, on va le jouer pour la première fois sur scène et qui en plus devient un concert qui est diffusé sur tous les réseaux ensuite, c'est ces petites choses cumulées les unes derrière les autres qui ont mis l'artiste en confiance, qui fait qu'il va oser faire quelque chose de différent et ensuite peut-être apporter un héritage au festival. Mathieu Jaton, un mot de votre lien à la musique. Depuis le début du millénaire, les grands acteurs du numérique ont quand même bouleversé l'industrie musicale, ont changé la manière de consommer la musique. D'abord la dématérialisation, les algorithmes qui analysent les préférences, et puis plus récemment, des réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, avec des extraits très courts qui font le tour du monde en quelques heures seulement. Quel regard avez-vous sur ces grands bouleversements ? S'ils en sont. On a 2 heures. Non, mais plaisanterie mise à part, je pense que quand on approche ce genre de sujet, on peut toujours évidemment avoir un regard nostalgique et puis dire avant c'était mieux, on avait le vinyle, on s'asseyait sur le canapé, on écoutait un bon album. Et puis on peut avoir le regard de complémentarité et puis de voir comment en fait ça va développer une certaine curiosité. Ce qui est super intéressant de voir sur toutes ces plateformes de distribution, c'est que ça a rendu la musique totalement accessible à tous. Ça a rendu la musique du monde en général accessible à tous. Et on a vu l'émergence de plein de styles musicaux qui, il y a peut-être 20 ans, n'auraient même pas pu émerger parce que les maisons de disques A, B, C auraient décidé si oui ou non c'était un style qu'ils allaient livrer au public. Là, en fait, tout est ouvert. Donc, c'est un côté intéressant. Par contre, c'est un peu le paradoxe de la suraccessibilité, c'est que parfois aussi le consommateur de musique est perdu. C'est-à-dire que même, je pense que vous et moi, même moi-même, des fois que je vais sur Spotify, trop de choix, 7 millions de titres par jour, je vais vers mes programmateurs, je dis, je vais écouter quoi maintenant? Parce qu'en fait, je sais même plus, avec plus les algorithmes, vous avez écouté 3 fois un truc, vous avez toujours ce même segment qui revient. Donc c'est bien joli les algorithmes, mais c'est pas encore l'intelligence artificielle. Je veux dire, on est quand même dans quelque chose qui est très formaté. Et donc, pour nous, festival, ce qui est important, c'est de se positionner justement en complémentarité de ces supports et puis venir à faire de la curation. La curation, on la faisait à l'époque en amenant des concerts dont l'objectif pour l'artiste, c'était de vendre des albums. Aujourd'hui, l'artiste ne fait plus un concert pour vendre des albums parce qu'en fait, il gagne son argent sur la tournée. Et donc, comment nous, on peut amener un plus au public en apportant notre expertise, en l'amenant à une curiosité, en ayant cherché pour qu'à la fin, ils disent en fait, cet artiste, quand il viendra au Montreux Jazz Festival, j'ai envie d'aller le voir. Je ne le connais pas très bien parce qu'il y a la question qui s'est posée 1000 fois. Avant, on allait voir un artiste parce qu'on avait écouté l'album 1000 fois, puis on voulait le réécouter sur scène. Aujourd'hui, souvent, vous connaissez une chanson d'un artiste. Un refrain, voire même. Un refrain, est-ce que ça justifie le fait d'acheter un billet pour aller voir cet artiste? Ce que vous nous dites, c'est qu'en passant par le filtre, si on veut, du Montreux Jazz, vous avez aidé le public à sélectionner et sans doute à aller vers un artiste qui vaut la peine d'être écouté. On espère. On espère apporter notre pierre à l'édifice, et notamment sur des scènes comme le Montreux Jazz Lab, qui sont des scènes très avant-gardistes. Je rappelle qu'à l'époque, quand on faisait un artiste au Maïs, il allait rester dans les feux de la rampe pendant 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, un artiste, il peut exploser en 1 mois et puis disparaître les 3 mois qui suivent. Et le rôle de ce lab, c'est justement de dire quelle sera en fait la musique de demain.
selon notre perspective. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité, c'est selon notre perspective. Et c'est là qu'on voit en fait des Ed Sheeran, des Kendrick Lamar, des Adele, Sam Smith, sont tous des artistes sur lesquels on a un petit peu parié. Rag & Bone Man, qui était aussi le dernier en 2016, sur lesquels on a parié, qui aujourd'hui grandissent et deviennent des superstars et le rendent au Montreux Jazz Festival un certain nombre d'années. Donc il y a un aspect artiste, pérennité du festival et un aspect public, je ne voudrais pas dire éducationnel, parce que c'est faux, parce qu'on n'est pas là en train d'éduquer, on est en train de faire de la curation. C'est-à-dire que la curation, elle n'est pas unilatérale, hein, c'est-à-dire qu'on aime ou on n'aime pas. C'est une proposition de Montreux Jazz. C'est une proposition, exactement. Mathieu Jaton, nous allons parler de la 57e édition cet été en préparation. Mais avant, décortiquons le modèle économique du festival. Quelques chiffres pour commencer. C'était un budget d'environ 28 millions de francs l'an dernier. 40% viennent de la billetterie. Et puis ensuite, on a 30% de F&B en bon français, la nourriture et les boissons. Et puis 30%, ce sont les sponsors, les partenaires dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous étiez, je crois, à l'issue du dernier festival plutôt content. Est-ce que ça veut dire que l'exercice est aussi soldé par un équilibre financier ? Oui. Oui, on était très contents. Je l'avais annoncé justement de cet équilibre qui n'était pas gagné d'avance, puisqu'on avait beaucoup d'incertitudes en 2022 sur cette retour de crise. C'était l'après-Covid. L'après-Covid, explosion des coûts, les cachets encore plus élevés, les frais de transport plus élevés, etc. Donc, j'avais pas toutes les certitudes. On a été très aidé par la météo. On a été très aidé aussi par cette frénésie du retour au spectacle. D'ailleurs, je crois que tous les festivals ont presque annoncé des sold-out et c'était super. Ensuite, dans les fameux débriefings, on a beaucoup pondéré ça en disant c'est pas la base sur laquelle on doit construire l'avenir 2023-2024. Je pense que le boomerang d'après-Covid pour la culture vient maintenant. Et la construction des festivals 57e en 2023, mais 2024-2025, doit se réfléchir tenant compte d'un écosystème économique, non pas suisse, mais mondial de la musique qui est en train de changer complètement. Vous m'avez souvent entendu dire que le Covid a été un extraordinaire accélérateur d'une transformation inéluctable du monde de la musique et des festivals. J'y crois toujours et je pense qu'on va continuer dans ce sens-là. Il y a eu le Covid qui était un moment évidemment difficile, annulation. Il y avait eu aussi pendant certaines années, Claude Nobs, des difficultés financières pour le festival. Mais aujourd'hui, vous estimez que ce modèle économique, il est stable, stabilisé et que vous avez un coussin, une réserve qui vous permettent de regarder l'avenir avec sérénité ? Alors, j'aimerais avoir ce coussin dont vous parlez, que je n'ai pas. On reste quand même dans un business, vous l'avez cité, sur les revenus. 70% du revenu est quand même aléatoire. C'est-à-dire seuls les montants sponsoring sont calés au mois d'octobre-novembre. Tout le reste, c'est en 2 mois que ça va se jouer. Si sur les 28 millions de revenus, fois 70%, vous imaginez, ça fait quand même beaucoup d'argent qui est relativement aléatoire. Donc, le propre de notre métier, c'est qu'il est le propre du modèle Montreux, c'est qu'il est un petit peu irrationnel quand même, parce que vous avez justement 250 000 visiteurs, mais 100 000 payants, 150 000 qui viennent à l'extérieur gratuitement, que vous ne pouvez pas mesurer. Alors, où je suis beaucoup plus serein dans l'avenir, c'est par rapport au modèle économique et l'écosystème qu'on a construit autour du Montreux Jazz. C'est-à-dire que dans les années 2016-2017, on a dû faire un choix assez stratégique, vu l'évolution du marché, l'augmentation des coûts et des cachets, de se dire, soit on réduit la voilure du festival, ce qui évidemment n'était pas une option, soit on essaie de maintenir ce que j'appelle l'irrationalité du modèle économique de Montreux, et on va chercher à rentabiliser ça au travers de la marque. Et c'est pour ça qu'on a commencé à développer les Montreux Jazz Café, qu'on a commencé à faire les festivals internationaux, qu'on a créé Montreux Media Ventures en 2019, société de médias, création, distribution de contenu, qu'on a la Montreux Jazz Artists Foundation, qui, elle, travaille sur le long terme pour les jeunes musiciens et l'éducation. Et tout cet écosystème est là justement pour mitiger le risque d'une édition. Qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui comme contribution en termes de pourcentage du budget du festival, ces nouvelles sources de recettes C'est difficile de vous donner un pourcentage, mais on va dire que ça se chiffre à hauteur de 2-3 millions. Ça ne veut pas dire en cash injecté, ça veut dire aussi en économie de charge. Je prends la Montreux Jazz Artists Foundation qui a repris toutes les activités éducatives du festival, qui étaient un coût pour le festival et qui, elle, les finance en fait par des nouvelles sources de revenus, a permis
permis au festival de maintenir un niveau de qualité dans l'éducation extrêmement élevé sans en avoir la charge. Et ça a un impact qui est de l'ordre de 800 à 1 million en fait, par année. Et donc, vous cumulez tous ces éléments-là. Si on se regarde dans le rétroviseur 7 ans avant, donc si on fait un équilibre cette année et qu'on n'avait pas tous cet équilibre-là, ce serait peut-être une perte de 1 million ou 2 millions pour le festival. Aujourd'hui, justement, on a ces outils qui nous permettent et qui nous ont déjà permis en fait de braver la crise, puisque 2020 pas de festival, du coup c'est Montreux Media Ventures qui est très présent, puisqu'on est dans le digital. Pas de festival en 2020, mais la Montreux Jazz Artists Foundation fait Autumn of Music. Donc on est présent, on est actif, on arrive à garder nos employés, on arrive à avoir une certaine durabilité aussi sur l'emploi, qui est pour moi une clé du monde de la culture, puisque on y reviendra. L'emploi, c'est la connaissance. Et ça, c'est très important. Les sponsors, leur part augmente un petit peu, je crois, dans votre équilibre budgétaire. C'était 26% en 2018, on est plutôt pointant proche des 30%. Vous souhaitez développer encore ce qui est donc ressources de sponsors et partenaires ? Oui, mais de manière un petit peu différente justement sur l'écosystème. C'est qu'à un moment, il faut être raisonnable. C'est qu'on ne peut pas non plus augmenter de manière substantielle le nombre de sponsors, parce que plus vous l'augmentez, plus vous diminuez la visibilité de chacun et l'impact de chacun. Donc, il faut avoir un équilibre. Et là, on a une charte avec les sponsors, avec un certain nombre qui ne peut pas être fondamentalement dépassé. La grande différence, c'est justement, c'était l'annualisation et la globalisation des activités du festival. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un sponsor qui venait uniquement pour les 2 semaines du festival, pour faire de l'hospitalité, pour faire de la visibilité, mais qui se mesurait avec 250 000 festivaliers. Dès le moment que vous avez accès à un réseau mondial de festivals au travers de Montreux, un réseau de cafés à travers une audience digitale, tout d'un coup, vous avez des opportunités de monétisation qui sont un petit peu différentes. Et c'est ça qui nous a permis d'augmenter l'impact financier des sponsors au lieu d'en augmenter le nombre. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on peut voir une chaîne YouTube avec des vidéos qui circulent tout au long de l'année pour les sponsors ? Alors, pas pour les sponsors. C'est une approche qu'on appelle du branded content, pour parler français, donc du contenu labellisé. Et ça a été le premier travail de Montreux Media Ventures. D'abord, de consolider nos réseaux, parce que quand Media Ventures a repris YouTube, on était à 10 000 followers sur YouTube. Aujourd'hui, on a passé les 120 000. Donc, on est déjà considéré comme YouTube, comme une chaîne qui a un certain poids de diffusion. Et qui rapporte de l'argent ? On parle de 700 ou 1000 francs par année. Donc aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Mais au-delà de rapporter de l'argent par la plateforme, c'est la visibilité que ça vous apporte et de créer du contenu qui, lui, va pouvoir être financé. Et c'est ça l'évolution intéressante, en fait. C'est que vous pouvez, au travers de Media Ventures, commencer à créer du contenu qui, lui, va pouvoir être parrainé à hauteur de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de francs. Pourquoi ? Parce qu'il va être diffusé à une plus large audience. Et donc, c'est un modèle économique qui change. Alors aujourd'hui, on en est aux prémices. On parle de quelques dizaines de milliers de francs. Mais peut-être demain, ça sera quelques centaines qui permettront justement de continuer à affronter l'augmentation des coûts dans un festival, parce qu'on a une source de revenus qui vient d'une autre partie. Vous avez évoqué les montres Jazz Café. Alors, il y avait eu Paris, Sydney, Londres, Singapour, qui malheureusement, sauf erreur, ont dû fermer. Mais là, j'ai l'impression que vous voulez les relancer sur votre site. Vous cherchez de nouvelles personnes pour prendre ces franchises. Il y en a un nouveau qui se relance à l'école hôtelière de vous venez. Et il y en a bien sûr un à l'aéroport de Genève. Là, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça pourrait bien fonctionner ? C'est un nouveau départ, si je peux m'exprimer. C'est que quand on a lancé les Montreux Jazz Café, on les a lancés avec un contrat d'exclusivité avec un opérateur mondial dans le travel retail qui était SSP. Et SSP a justement été assez vite en disant on ouvre Genève et puis après on ouvre Sydney, etc. Et c'est dans ce monde du travel retail, c'est ce qu'on appelle des slots qui durent 3-4 ans. Vous ouvrez, vous fermez. Et nous, ça nous a posé un problème, surtout à Paris, si vous l'avez visité, en termes de qualité, en termes de position de marque, parce qu'on était vraiment sur du débit, nourriture et boissons. Et puis, en fait, les valeurs de marque de Montreux étaient très difficilement défendables. Donc, on a décidé, en fait, d'arrêter notre partenariat mondial avec SSP, de revenir sur nos fondamentaux, d'abord suisses, en consolidant sur 3 axes. L'axe
du travel retail, aéroport, gare. Et là, il y a encore du travail en Suisse. Et peut-être qu'on verra quelque chose apparaître dans le courant de l'année 2023. Très bien, ça joué. Moi aussi. Le volet luxury, donc les hôtels comme le Fairmont. Et là, on a un partenariat mondial avec Accor. Et donc, on espère justement que le Fairmont de Montreux soit le premier d'une série dans les Fairmont, par exemple. Et puis, le volet campus avec EPFL et HL. On peut tout de suite s'imaginer peut-être qu'un jour avoir un café dans l'école de jazz de Berkeley aux États-Unis, etc. Et donc, on a eu besoin de faire un peu ce retour en arrière, revenir aux fondamentaux. C'est quoi un Montreux Jazz Café 10 ans plus tard? C'est quoi l'ADN qu'on veut véhiculer? Comment les Montreux Jazz Café sont des ambassadeurs? Et puis, c'est là qu'on en est aujourd'hui avec 6 Montreux Jazz Café. D'accord. Quelques mots pour terminer cette deuxième partie sur la 57e édition en préparation. Quels sont les principaux enjeux cette année? Vous avez évoqué brièvement les coûts qui augmentent, transport, autres. Trouver du personnel, ça peut être aussi un enjeu plus important. Donc, si vous aviez 3 grands enjeux pour vous cette année, ce seraient lesquels? Alors, je pense que vous les avez bien résumés. Je pense qu'il y a une question de ressources. Il y a eu la question de garder les ressources existantes après Covid. Et c'était pas facile dans la culture. Il y a eu beaucoup de gens qui ont changé de voie, en fait, tout simplement. Et donc, il faut retrouver des personnes compétentes et reconstruire une équipe dans la durabilité. Il y a clairement la question des charges sur les artistes, j'y reviendrai, mais aussi sur l'infrastructure, parce que on parle des frais d'électricité, on parle des frais de transport en général. Là, on sait qu'on a déjà, avant de commencer le festival, entre 300 à 500 000 francs de charges supplémentaires dans les infrastructures qui ne sont pas compressibles et dues à la situation d'aujourd'hui. Et bien sûr, au niveau des artistes, alors ça, c'est un petit peu... C'est pas paradoxal, mais le monde de le music business est paradoxal en général. C'est que tout le monde pensait qu'il allait avoir en fait une sorte de plafonnage, stabilisation, et il arrive en fait plutôt ce qu'on avait imaginé avant le Covid, c'est-à-dire qu'il y a 2 voies qui se mettent en place, la voie du gigantisme du spectacle, et on voit les tournées d'Ed Sheeran, les tournées de Coldplay qui sont même pas rentables, 350 dates à travers le monde, des productions gigantesques, mais qui arrivent à peine à équilibrer les comptes, parce qu'on parle de plusieurs milliards en fait, des tournées à 200, 300, 400 millions. Donc il y a des enjeux qui sont très très forts, et donc les cachets en fait s'envolent. Et donc là, que je dis s'envolent, c'est que certains cachets ont même doublé de 2019 à 2022. Donc suivant les capacités des festivals, alors nous on a toujours été trop petits, donc on connaît ce problème-là. Maintenant c'est vrai que sur les capacités de 15 000, 20 000, 30 000, ça pose des problèmes qui sont différents. Donc ça, je pense qu'il faut être très très humble, analyser cette situation. Il faut pas courir après le train, à mon avis, et Montreux peut pas. De toute façon, Montreux n'a pas les moyens. Il n'y a pas de surenchère, c'est ce que vous voulez dire. C'est impossible pour nous de faire la surenchère. On peut pas dire tiens, on va se faire plaisir, on va mettre 200 000 de plus pour avoir cet artiste. C'est juste impossible, parce que ce qui est une certitude, c'est qu'on peut pas impacter ça sur le prix du billet. Alors des fois, c'est une petite frustration dans le monde économique, parce que vous voyez, dans l'économie d'aujourd'hui, tout le monde augmente tout. Et tout le monde justifie qu'il augmente ses prix parce que en fait mon fournisseur a augmenté, le transport a augmenté, donc en fait dans le panier de la ménagère, c'est 5%, 10%, 15% de plus, c'est comme ça, et c'est comme ça. Dans le spectacle, je suis prêt à parier qu'on ne peut pas arriver demain à la conférence de presse en disant alors on a augmenté nos prix de 30% parce que vous comprenez, etc. Ça passera pas. On peut faire une indexation sur 2 ou 3 choses, mais on ne peut pas le faire de manière... Et moi, je suis toujours parti du principe que ce n'est pas au public d'assumer ces problèmes structurels. C'est à nous, manifestations, de trouver des solutions et trouver le meilleur équilibre par rapport à ça. Alors, je ne les ai pas toutes encore, pour être très honnête, mais on est en train de les trouver et de les chercher pour qu'on puisse vivre une édition en 2023 sereine. Mathieu Jaton, pour terminer cette émission, on vous a préparé un rapide quiz sur l'histoire du festival. Attention. Si on vous dit que... Je sais pas, vous répondez, c'est ça? Ouais, alors la première vraiment facile, pour vous mettre en jambe. Si on vous dit 1971, le feu au lac, vous nous dites... Smoke on the Water, Deep Purple, l'incendie du casino lors d'un concert de Frank Zappa, le 4 décembre 1971. Bravo, c'est exactement la bonne réponse. Si on vous dit 1982, un gribouillis devenu votre logo... Jean Tinguely, évidemment, la première grande affiche amenée par Pierre Keller, de ses amitiés du monde du design, qui fait cette affiche en 82. Pierre Keller voit l'écriture sur cette affiche et dit mais en fait ça pourrait devenir un logo. Il retravaille avec Jean Tinguely, ça devient le logo qu'on a toujours aujourd'hui, et ça sera la première d'une très grande série d'affiches design du Montreux Jazz, puisqu'après c'est Keith Haring, Andy Warhol, Niki de Saint-Phal et j'en passe. Si on vous dit Montreux Jazz
Dans un stade, ça paraît impossible. Et pourtant, ça a eu lieu. Ouais, 2019, une surprise, Elton John, hein. une prouesse justement d'agilité, si je peux me permettre. 23 décembre 2018, un téléphone du management qui avait confirmé, on avait mis en vente les 2 concerts d'Elton John au Stravinsky, et ils nous disent en fait, on va plus tourner avec la petite production, on va tourner plus qu'avec la grande production. Donc, soit dans les 3 jours, vous nous trouvez un endroit où on peut mettre 15 000 personnes minimum, soit on annule, on a déjà réservé le Hallenstadion. Et là, c'est le 23 décembre. Et au niveau du réseau, c'était génial. Et là, d'avoir aussi Laurent Verly, qui était syndic de Montreux à ce moment-là, je lui fais un coup de téléphone, il s'en rappelle encore aujourd'hui. Je dis, Laurent, il faut qu'on trouve une solution. J'ai vu un stade, tu penses qu'on peut le faire? Le 27 décembre, juste après Noël, toute l'équipe d'Elton John était à Montreux. Ne croyez pas une seconde qu'on était capable de faire ça. Et elle a dit, voilà, on vous a trouvé le stade, on vous a le truc, maintenant vous confirmez et on y va. C'était une superbe expérience. On a transpiré, mais c'était une super expérience. Dernière question, on va remonter en 1985. Si on vous dit 2 vedettes qui se disputent la tête d'affiche d'un concert, vous nous répondez? Oh là là, 85. 2 vedettes qui se diffusent. C'est pas les 2 Brésiliens? Oui. Ah, c'est Alors, Joao Jean Gilberto oui, et Carlos Jobim. Carlos Jobim. Voilà, exactement. Remplacé par José Barenze Dias au pied levé. Hein. Alors, pas remplacé. C'est-à-dire que l'histoire voulait que les 2 artistes étaient là, ils allaient faire leur concert, mais simplement, aucun des 2 ne voulait commencer. Et chacun, l'un après l'autre, disait à Claude, ouais, je vais y aller dans un moment, mais non, est-ce que l'autre a commencé? Non. Et puis aucun voulait ouvrir pour l'autre. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Claude a attrapé José Barrens Diaz, qui a d'ailleurs fait un texte incroyable dans le livre du 50e festival, comme quoi c'était la plus belle, mais la plus horrible des expériences de sa vie, parce qu'en fait, il s'est retrouvé presque 1 heure, 2 heures, tout seul, avec un public qui sifflait à un certain moment, en disant, ils viennent. Et finalement, les 2 ont joué, mais ça a fini à 3-4 heures du matin. Donc là, c'était un peu une compétition de divas, là, si je peux l'exprimer comme ça. Mais c'est encore un problème qu'on a aujourd'hui, souvent, parce que vous pouvez vous poser la question, pourquoi il y a 3 artistes sur une soirée? Ça peut arriver souvent qu'on book 2 artistes. Alors on se dit, tiens, c'est un parfait billing entre ces 2 artistes. Simplement, il n'y en a aucun qui dit qu'il veut ouvrir. Parce que pour eux, commencer le concert, ça veut dire ouvrir pour l'autre. Donc on est parfois obligé d'ajouter un 3e artiste pour que l'ego des autres puisse fonctionner et que chacun fasse un merveilleux concert. Merci beaucoup Mathieu Jaton Merci à vous de m'avoir reçu. d'être venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. Rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses et entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.